Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Et donc, je vais simplement ici mettre une courte introduction. Alors, une fois n'est pas coutume, avec un peu de précaution d'utilisation, puisqu'on va traiter durant cet épisode du cancer de ce que l'on a appelé la vulnérabilité cérébrale. Donc, il va y avoir deux vidéos avec une même introduction et donc des mêmes précautions d'écoute, de manière à ce que vous puissiez utiliser finalement ici ces informations pour votre propre développement. Par contre, le thème est un peu délicat parce qu'il est, alors il est d'une part complexe. On a essayé ici de faire évidemment les choses au mieux, mais c'est pas quelque chose de facile à expliquer en premier lieu. Mais dans une autre perspective, si vous préférez, ça peut être difficile, voire douloureux peut-être à voir de la sorte. Donc ce mouvement autour de la perspective, à partir de l'endroit où vous vous situez dans votre développement et donc de ce que vous connaissez de vous-même, de vos compréhensions et de la manière dont vous observez ici votre propre réalité et dont vous concevez dans cette réalité, peut effectivement ici rendre l'écoute difficile parce qu'on va évidemment parler de sentiments, on va parler ici de la manière dont le cerveau crée effectivement ces dynamiques et on va beaucoup parler d'interaction. Donc c'est important vraiment de comprendre qu'on explique ici le mécanisme qui emprisonne en fait quelque part notre pensée. Et donc le fait ici d'expliquer les choses dans cet angle-là peut rendre évidemment douloureuse l'écoute à ce titre. C'est-à-dire que on a une tendance qui est assez naturelle, et on va le décrypter notamment dans la première vidéo, à confondre émotion, donc cœur, ici, et effectivement la tête, donc les sentiments et ce que l'on éprouve ici, qui n'est finalement que le résultat d'une impulsion cérébrale. C'est la manière dont on comprend l'information ici qui la fait retentir à l'intérieur de nous. Alors évidemment, ça reste notre point de vue. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que je mets beaucoup de précautions sur les deux vidéos qui vont suivre. C'est un point de vue, c'est le nôtre. Il est ouvert à débat. C'est-à-dire qu'on pourrait totalement ici en discuter. On n'aurait aucun a priori ici autour de ça. C'est le résultat de notre travail, donc de nos observations et de nos propres déblocages. Alors, on considère pas que c'est une vérité dans le sens universel, mais ici qu'il y a des opportunités de transmission qui pourraient vous permettre, pour vous-même en tout cas, d'en tirer bénéfice et donc de pouvoir libérer vraiment votre expression. Maintenant, si effectivement vous êtes dans un stade où cette réalité n'est pas encore suffisamment relative, c'est-à-dire que vous êtes fort imprégné encore de vos propres expériences humaines, ça peut être quelque chose de complexe à utiliser dans ce cadre. Peut-être qu'il faudra attendre, donc on vous conseillera toujours d'écouter malgré tout ici la publication et voilà, de prendre vos notes, de positionner ce qui vous gêne aussi parce que ça peut être vraiment de puissantes indications pour votre propre développement. Donc si des choses vous heurtent, justement, si elles heurtent vos sentiments, ici ces vidéos, c'est une zone vraiment qui peut être très intéressante pour des points de bascule que vous cherchez. Donc prenez ce qu'il y a à prendre. Encore une fois, vous pouvez réagir, les commentaires sont ouverts, on prendra évidemment ici le temps d'y répondre. Et puis, à partir de ce que vous allez ici peut-être exprimer autour de ça, eh bien, ça peut faire l'objet de vidéos complémentaires dans lesquelles on viendrait répondre à certaines situations en particulier. Mais encore une fois, ce qui est important ici pour nous, c'est justement vous aider au travers de cette playlist à observer le monde de façon différente. Et donc, on ne peut pas tronquer la transmission pour le simple prétexte, parce que ça serait évidemment ici un prétexte et un blocage que l'on autoriserait dans cette transmission finalement ici, alors qui est la nôtre et qui se diffuse ici auprès de vous,
Donc ça nous paraissait assez finalement peu dans notre zone de neutralité que d'ignorer. Et vous allez voir qu'on va parler beaucoup des informations que l'on nie, justement. Alors, on doit s'appliquer, bien sûr, ici à nous-mêmes ce principe d'expression libre, bien que l'on a conscience, et c'est pour ça que cette introduction est longue, on a conscience que ces informations peuvent être reçues vraiment de différentes manières. Et on vous encouragera toujours à recevoir l'information, même si effectivement elle vous heurte, parce que c'est justement le fait d'être heurté qui permet le court-circuit. Donc on cherche dans ce travail que l'on fait ensemble à créer les points d'appui, parfois les courts-circuits, et donc peut-être effectivement qu'il peut y avoir des zones ici qui se mettent en court-circuit, et si c'est le cas, j'ai pas réellement envie de vous dire que l'on est désolé, parce que c'est pas la réalité en fait, on ne l'est pas, on fait ce que l'on est. Après, on peut effectivement ici utiliser la compassion, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre toutes les formes pour vraiment prendre le temps, voilà, d'expliquer et dire les choses telles qu'elles sont, avec aucune intention en tout cas ici de blesser, de renier quelque part votre expérience. C'est pas du tout le sujet, on cherche pas à l'atténuer, il n'y a pas de jugement ou de non-jugement ici autour de ça, mais simplement on essaye de travailler ici autour des faits et donc de vraiment vous aider, voilà, à prendre encore une fois des nouveaux appuis et donc à créer ce qu'il faut finalement ici à l'intérieur de vous pour que des perspectives bougent, voire parfois s'inversent, en tout cas qu'elles évoluent au-delà de ce que peut-être jusqu'à présent vous avez pu entendre. Donc c'est vraiment une volonté d'aller vers l'avant. Et donc on choisit évidemment ici d'opérer ces transmissions en intégrant les précautions d'usage, et j'espère voilà, que cette introduction, cette longue introduction, saura en tout cas faciliter l'écoute. Voilà. Alors ne redoutez pas l'écoute non plus, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà ici dans des perspectives qui ont bougé, ça fera peut-être écho dans des situations vécues, ça aidera peut-être ici à justement stabiliser vos fondations, et peut-être que ça va faciliter la mise en mots au travers de cette discussion à partir de ce que de toute façon vous aviez déjà pressenti et dépassé. Donc ça va faciliter la traduction peut-être intérieure, mais comme on a un public ici qui est beaucoup plus large que les personnes que l'on accompagne de façon directe, c'était quand même important de le rappeler, voilà, tout simplement pour que chacun se sente à l'aise ici avec ses contenus. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve de fait ici dans quelques secondes pour démarrer le travail que l'on va opérer ensemble ici cette semaine. Alors cette semaine, nous allons continuer notre travail autour de la vulnérabilité cérébrale. Et donc on va tout simplement ici agrandir les espaces, compléter les points que l'on a commencé ici à évoquer il y a donc 15 jours. Notamment en approfondissant ici cette différence parfois qu'il nous faut faire entre ce qui nous semble réel et la réalité. Donc si effectivement, et notamment si vous l'avez bypassé, l'introduction ramène bien ici un angle dans lequel on vous conseille de vraiment ici travailler l'écoute des messages à partir justement de ce que vous allez ressentir, donc ce que vous allez possiblement identifier dans des formes d'inconfort. Si certains messages vous gênent quelque part, donc quel que soit après le niveau de gêne, ce sont quand même ici des informations qui vont être assez essentielles pour la suite en fait, pour pouvoir déverrouiller finalement ici ces zones cérébrales qui sont venues quelque part créer une forme de fixité dans votre appréciation ici de la réalité, qu'elle soit une appréciation plus collective, donc une manière ici évidemment d'observer le monde, une manière d'agir aussi et de réagir ici avec cet extérieur, ou que ce soit effectivement quelque chose de bien plus proche, de bien plus individuel, puisqu'on va travailler ici une zone qui est plus dans l'intimité que ce que l'on a commencé ici à faire il y a 15 jours.
Parce que dans le fond, c'est vraiment ça qu'il faut se souvenir. Encore une fois, la souffrance, c'est pas qu'elle est réelle ou irréelle en fait. C'est pas tout à fait de cette manière-là qu'il est préférable de l'aborder en tout cas. Et il faut vraiment le comprendre sous l'angle du mécanisme. Et donc vraiment de se souvenir de ce message qui est essentiel, que l'on a abordé à plusieurs reprises. Le cœur n'est pas ici cette part de nous qui est vulnérable. En fait, cette énergie qui transite par votre cœur et donc par lequel va pouvoir s'exprimer votre expression, elle est et elle a toujours et elle le sera toujours préservée. Et un des moyens finalement ici de préserver cette énergie, donc de garder une forme de pureté, c'est justement le transit qui s'opère ici par notre interprétation de la réalité et donc par la partie cérébrale. Parce que finalement ça permet à ce cœur de ne jamais ici avoir la possibilité d'être brisé, d'être impacté, d'être entaché. Et donc ce sentiment que va représenter ici la variation à partir d'une émotion et son association avec une situation ou avec une personne, c'est ce qui nous permet tout simplement d'expérimenter et de se plonger dans les jeux pour pouvoir comprendre et donc être forcé, être poussé finalement ici par les expériences de vie à sortir de cette réalité qui, dans le fond, et c'est sa construction, est extrêmement relative. Donc, il est préférable, et ça va être notre premier point, d'apprécier les choses dans un ensemble et donc de vraiment regarder ce côté très collectif, non pas dans la forme de pensée, mais dans l'œuvre. Et donc, on est vraiment dans ce mécanisme de l'œuvre lorsque l'on transite ici dans le défi du Cancer et donc du Capricorne. Donc, on a l'œuvre et l'ouvrage, si vous préférez. Et c'est vrai que depuis ici, cette position du Cancer, c'est la référence à l'œuvre et donc la concrétisation de l'œuvre, qui est quelque chose qui est extrêmement important. C'est le point d'appui. Et ce principe de la tête qui inverse ce mécanisme intérieur n'est simplement présent que parce qu'autrement on ne serait pas là en fait, on ne se serait pas prédisposé quelque part à ce type d'expérience, mais surtout on n'en aurait pas eu la capacité. C'est vraiment une question de capacité. Il nous fallait quelque chose pour pouvoir entrer justement ici dans ce mécanisme de relativité, de pouvoir utiliser justement les sentiments et non pas les émotions dans leur version de transmission si vous préférez, et les attachements. Donc on a une forme de parasitage de ces émotions au travers du sentiment et de ces attachements qui créent ici des chemins de pensée. Et sans ces deux points parasités, donc sans cette forme de coupure ici avec notre propre énergie, donc avec notre cœur, finalement on ne verrait pas du tout la réalité de cette manière. Et donc on ne pourrait pas faire l'expérience de la matière, pas de cette façon. Il nous faut impérativement nous couper de nous-mêmes. Donc c'est un mécanisme qui le permet. Et c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait que c'est le seul moyen de conduire une œuvre. On a besoin de se dissocier ici du cœur, on a besoin que cette coupure soit réelle, en tout cas qu'on l'identifie ici comme quelque chose de réel. Sinon, on verrait bien que c'est un film. Et donc, finalement, à mesure que l'on progresse, on voit les choses se dérouler. En fait, on voit bien le film. Et c'est très facile finalement de le voir depuis l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde des événements qui sont très loin de nous, c'est facile de le voir comme un film. Alors ça peut demander un petit peu d'effort au départ, mais c'est vraiment comme une fiction. On peut l'observer comme une fiction. Il y a la fiction que l'on regarde dans le sens le plus audiovisuel, donc la télé, ici principalement, enfin, ou le cinéma plus globalement, ce que l'on va créer comme scénario, qui est vraiment une histoire et qui est affiché comme une fiction. Et puis, il y a ces jeux de rôle. Mais ces jeux de rôle sont autant une fiction que ne le sont finalement ici ces personnages qui se mettent en scène consciemment, qui empruntent un costume. C'est un effet miroir, bien sûr. Et la différence, elle est dans le fait de le faire consciemment, donc d'être dans un jeu d'acteur conscient ou d'être dans ce jeu d'acteur de façon inconsciente. Mais donc, on a bien cette coupure
ici qui permet de prendre le costume, comme le fait un acteur de théâtre ou de cinéma. Alors, on double joue ce rôle lorsque l'on choisit d'être encore un autre personnage. Bon, d'ailleurs, j'imagine que voilà, ça peut ici vraiment parasiter encore davantage la réalité si on n'y prête pas garde. Mais effectivement, on va s'identifier, on va travailler un personnage et donc on va faire un effort conscient pour pouvoir embrasser ici un rôle dans le sens du costume que l'on porte pour divertir. Alors, est-ce qu'on s'incarne pour se divertir? C'est pas nécessairement l'objectif, mais on pourrait le voir comme ça. Ça pourrait aider en tout cas ici à justement se détacher en partie de cette vulnérabilité qui est extrêmement cérébrale et de cette association. Et on peut le voir en fait lorsque l'on regarde un film, quand on se plonge, que vraiment les acteurs jouent très bien, mais aussi parce que ça fait écho avec des situations de vie. On va vraiment ressentir ici parfois de puissants sentiments quand on va regarder une tragédie et que cette tragédie, elle parle à certains événements de nos vies. On a des réactions émotionnelles ici autour de ça. On ne peut pas s'empêcher, selon certaines scènes, surtout si elles sont particulièrement bien jouées et que tout le décor nous plonge vraiment dedans. Ça peut être lié aussi aux circonstances. On peut regarder parfois un même film et on n'est pas animé de la même énergie intérieure. Et donc on va réagir autour de ça avec une forme d'amplification. Mais parce qu'il y a une forme d'identification. Donc ça passe bien par l'identité. Si on n'a pas vécu quelque chose de similaire avec ce personnage que l'on regarde à la télé, au théâtre ou au cinéma, on n'arrive pas à s'y plonger d'une même manière. Donc ça vous donne aussi cette idée. Comment on peut agir et réagir dans cette réalité en l'amplifiant. C'est exactement de la même manière que le fait qu'on va regarder un film et on va pas tous réagir de la même manière. Pour un même film avec un même jeu d'acteurs, ce sentiment que l'on va ressentir en regardant ce film va être très différent d'une personne à l'autre. C'est exactement la même chose avec votre existence. Simplement, cette existence, on l'a appelée réalité. Elle est tangible et donc on a le sentiment que tout cela nous appartient. C'est pas incorrect de le dire, puisqu'évidemment que l'on porte ici une forme de responsabilité dans ce scénario, dans ce jeu de l'existence. Maintenant, c'est ce que l'on en fait. Et donc, de la même manière qu'un divertissement peut être utilisé pour justement nous permettre d'analyser l'extérieur d'une autre façon, on doit être en capacité d'observer et de se plonger dans un film d'une même manière lorsque c'est une fiction avec des personnages qui portent un costume et qui ont créé un scénario, que lorsque ça nous représente nous-mêmes, ou aussi lorsque cela représente évidemment l'extérieur. Donc cette même appréciation, ce même mécanisme, on pourrait totalement l'appliquer. Si et seulement si on n'avait pas ce sentiment d'appartenance qui était extrêmement renforcé par le fait que l'on a un corps. Et donc ça tend aussi à démontrer que cette vulnérabilité cérébrale, c'est quelque chose qui est suffisamment concret, qui en tout cas a cette possibilité d'être défini. Et à partir du moment où on définit quelque chose, alors on peut y travailler. Tant que c'est flou et que les contours ne sont pas délimités, cette zone, elle reste intangible. Et donc, on ne peut pas utiliser ce cadre pour justement ici dissoudre quelque chose. Donc c'est cette appréciation autour de ce qui nous lie, de ce qui nous relie dans notre existence, qui va venir effectivement augmenter. Par ici certains angles, on a notre division intérieure qu'on peut appeler dualité qui augmente à partir de certaines expériences que l'on mène. Et parfois, dans certaines expériences, on va réussir à la diminuer. Tout va dépendre de nos challenges dans cette existence. Et donc, tout va dépendre de la puissance qu'il nous faut créer pour soit générer un mécanisme de dissolution, soit générer une ouverture, dans tous les cas nous interpeller. Et donc, il faut vraiment comprendre que finalement, cette réalité, elle doit suffisamment nous interpeller pour nous pousser à quelque chose. Et on n'est pas toujours à l'aise avec le quelque chose, mais il faut bien que ça provoque ce quelque chose à l'intérieur de nous. Et lorsque ça provoque du plaisir, on va le garder en l'état. Lorsque ça provoque de l'inconfort, on va s'interroger. Donc, on va pouvoir revenir beaucoup plus consciemment dans la zone mentale avec quelque chose qui nous déplaît. Là où finalement, lorsque ça nous plaît,
on va prendre le cadeau pour ce qu'il est, on va se dire bien oui, je le mérite, c'est plutôt très chouette. Mais la joie nous en apprend tout autant que va nous en apporter sur nous-mêmes, en tout cas en tant qu'information. Ce qui nous plaît nous apprend autant que ce qui nous déplaît. Finalement, ce ne sont que des angles opposés. Donc, on peut avoir une zone d'apprentissage dans ce qui nous plaît. Mais on est conçu, en tout cas, dans cette forme, pour être réactif à la souffrance et avoir le désir, en fait, ici, de changer le cours des événements. Et donc, ça passera potentiellement par de la colère, si on n'arrive pas justement ici à maîtriser. Ça va passer par de l'impuissance lorsque l'on se sent complètement démuni. Et donc, probablement ici, une association avec la tristesse. Et ça va passer dans, ici, une association, par exemple, avec la peur, lorsqu'effectivement, on se retrouve dans des situations dans lesquelles, finalement, on ne connaît pas ce qui potentiellement peut se produire. Et donc, cette grande inconnue va avoir tendance, ici, à nous faire nous sentir en insécurité. Et alors là, forcément, ça va générer un mécanisme de réflexion. Il y a un temps pour tout, parce que avant que ça génère ce mécanisme de réflexion, il va falloir augmenter la puissance de cette émotion négative. Et donc, effectivement, on peut se retrouver dans une situation où ça nous met en colère, mais lorsque cette situation est très loin de nous, on va avoir tendance, par exemple, à le regarder. Je ne sais pas si vous regardez les informations, vous allez regarder quelque chose et vous allez vous rebeller autour ici d'une information en particulier. Ça va faire écho à quelque chose qui vous paraît vraiment improbable, insoutenable, intenable, et on se sera souvent dit ici dans cette existence, mais bon sang, pourquoi tout cela se produit en fait? Donc il y a une part de nous qui se rebelle et qui se positionne de fait ici dans une posture un peu de juge. Donc on ressent de l'injustice, on se dit c'est pas possible que ce monde tourne comme ça. Mais lorsque l'on fait cela, si on le regarde au travers d'un écran, ou même si on le... Alors c'est pas forcément au travers d'un écran, ça peut se passer un petit peu plus près de nous, mais tant que ça ne nous touche pas dans la zone intime, on va avoir la capacité justement de relativiser et donc de choisir une position qui est quand même assez éloignée. Alors c'est facile d'évaluer depuis notre canapé ici la situation qui va se passer à l'autre bout du monde. Ça ne nous impacte pas de façon différente, on va s'insurger contre l'idée, mais on va rarement se saisir ici de quelque chose dans lequel on pourra avoir un mécanisme d'action concret. C'est possible, c'est-à-dire que parfois on peut aller se plonger dans des causes, on peut effectivement prendre un petit peu le biais du sauveur et de se dire moi je vais en faire une priorité. Et là, je vous renvoie quand même au processus par lequel ici on vient de passer de façon collective. Attention à la contribution, attention à ce que l'on met derrière le mot altruisme, parce que ça peut être évidemment ici une forme de piège. Mais la conception même de l'œuvre collective fait qu'il y a les choses que l'on sait mettre à distance, que l'on peut observer, parce que finalement la position d'observateur nous enseigne quelque chose, mais la simple position d'observateur ne permet pas de faire réellement bouger les mécanismes. Observer de loin et faire de loin, de toute façon, va avoir un impact qui est assez minime. C'est le fait de faire ce qui est dans nos mains. Et donc, c'est notre capacité ici, dans le sens de la conception, à façonner les choses, à les construire différemment, à les imaginer différemment. Donc, c'est notre capacité créatrice, quelque part, qui doit pouvoir être challengée. Alors, on se coupe évidemment ici de cette capacité au départ, puisqu'elle provient évidemment de notre expression, elle provient de différents angles de nous-mêmes, elle ne provient pas simplement ici du cœur, c'est une combinaison, mais on se coupe aussi d'autres choses, c'est-à-dire que le mécanisme de coupure, il est plus complexe que simplement la capacité de création. Lorsque l'on démarre, on se rend assez rapidement compte qu'on n'est pas en harmonie ici avec nous-mêmes, on est en harmonie avec ce plan, avec la conception la plus stricte de ce que représente un homme et une femme, par exemple, mais on est assez peu plongé en harmonie avec notre environnement, donc plutôt le côté de notre nature, dans le sens ici de l'espèce. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, parce que l'appréciation de ce qui nous relie passe forcément par différents stades. On ne va pas passer ici du stade homme ou femme au stade créateur. Et donc, entre les deux, va se situer effectivement ces deux mécanismes
dans lequel on peut augmenter la dualité ou on peut la réduire. Donc plus on va chercher ici à diminuer, à dissoudre ce qui nous contraint, donc ce qui ne nous correspond pas, ce qui exerce une forme de pression à l'intérieur de nous, et plus il nous faut justement nous ouvrir et nous intéresser, donc faire preuve ici d'une grande curiosité pour découvrir la manière, de façon progressive en tout cas, dont les réalités peuvent se façonner, la manière dont tout cela se crée, dont les choses peuvent coulisser. Donc il y a toute cette phase d'apprentissage qui n'est pas forcément dans les terrains connus. Si c'était quelque chose que tout le monde connaissait, on n'aurait pas besoin de s'y plonger. Donc dès lors qu'effectivement, et ça aussi c'est une appréciation de l'œuvre collective, dès lors que l'on est suffisamment à s'identifier en tant qu'homme et femme, alors ça devient une réalité collective et donc c'est très difficile d'être à l'extérieur de cette réalité. On s'y fait forcément engloutir. Ensuite, on a notre propre mécanisme individuel. Donc il y a l'œuvre collective, mais il y a l'œuvre individuelle. Et c'est par l'intermédiaire de cette œuvre individuelle, donc de cette dissonance ici autour de ce qui se crée, la manière dont les choses coulissent et se façonnent, qui doit pouvoir attiser notre curiosité intérieure et donc qui va, au départ, c'est peut-être un tout petit point et c'est très loin, mais qui va être le fil à suivre pour aller s'ouvrir à notre capacité de création. Et entre les deux, eh bien, effectivement, il va y avoir de nombreuses étapes. Mais l'étape au départ, celle dans laquelle on se plonge, et il n'y a aucune exception ici à cette règle, c'est tout ce que l'on va nier. Parce que pour devenir un homme et une femme, il va falloir nier quand même ici de nombreuses compréhensions. Et donc pour ça, il faut effectivement passer par la tête. On n'a pas le choix, on ne peut pas arriver avec notre connexion de cœur. Autrement, on ne pourrait pas raisonner avec le monde dans sa conception, celle en tout cas qui est notre point de départ et qui est globalement ici collective. Là, il y a une question de collectif. Cette œuvre collective, elle a atteint effectivement certaines limites. Et peu importe comment on conçoit les limites, ici la question n'est pas de livrer notre manière de les voir. Ce qui compte, c'est ce que vous percevez en termes de limites. Et donc, ces limites au départ, celles que l'on va percevoir, elles ne sont pas non plus semblables d'une personne à l'autre. On ne va pas voir la dissonance de la même manière. Par contre, mécaniquement, on va tous chercher à raisonner avec ce que l'on ressent, le besoin d'harmoniser. Et la première étape, c'est déjà de s'harmoniser avec l'environnement. On va chercher à se reconnecter ici à la terre, à tout ce qui nous entoure, dans le moins matériel. Et ensuite, on va chercher les clés de notre propre développement cognitif, mais ça se fait en général quand même dans un deuxième temps. Pour autant, la clé de la création, donc de votre capacité de création, elle est bien dans le développement cognitif. Si effectivement on se restreint à entrer uniquement en résonance avec la Terre, dans le sens ici de l'environnement et des éléments, donc des éléments physiques, il y a une forme de cloche. Parce qu'on a été doté ici, du point de vue de l'espèce, d'une différence majeure avec le reste ici de ce qui nous entoure. Pas pour s'en enorgueillir, pas pour se considérer supérieur au reste, mais parce que ce cerveau, il s'est d'une part développé avec le temps, donc il y a eu tout un temps ici pour construire ce développement cognitif. Et s'il a été mis dans les mains de cette espèce que représente l'humain, c'est bien pour une raison. Et c'est là où l'appréciation, effectivement, de l'œuvre collective est extrêmement importante. Donc la clé est le développement cognitif. Et le développement cognitif à partir ici de cet attribut que représente l'espèce humaine. Donc il faut lui donner sa place. Et c'est intéressant parce qu'en ce moment, on est dans l'ère où effectivement on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mais quel même principe, c'est un développement cognitif. En fait, c'est exactement la même chose, ce n'est juste pas le même support. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez essentiel. Donc, lorsque l'on voit ici l'humain chercher à booster la machine, c'est une forme de miroir parce que en réalité, on aurait cette même capacité à justement booster notre propre machine. Si et seulement si on se voyait pour ce que nous sommes, c'est-à-dire ici une espèce en particulier dotée d'un attribut
que les autres espèces n'ont pas et qui a cette capacité ici de créer des bonds en avant dans le développement cognitif. L'humain l'a déjà prouvé ici au cours de sa chronologie. Ça fait un moment maintenant que l'on stagne par contre dans ce stade de développement cognitif. On est loin des très grandes inventions les plus modernes, par exemple, mais il y a toujours eu des à-coups dans notre histoire et dans la chronologie ici de l'espèce humaine. Donc on peut aussi considérer que ces phénomènes de cycle, ils sont visibles aussi dans l'évolution des espèces et dans la nôtre, ici en particulier. Alors on arrive évidemment à la fameuse interrogation, c'est pour ça que je faisais le parallèle entre le développement cognitif de l'espèce humaine et l'intelligence artificielle, parce que finalement, ça revient aussi à ça, sur le point de vue ici de la réalité. Réalité virtuelle ou réalité relative? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut s'interroger sur la définition de la réalité. Donc la réalité, ici, renvoie à ce qui est réel. Et ce qui est réel, sa définition, donc vous pouvez prendre un dictionnaire, hein, ici on n'invente rien, on compile et on agrège les données, comme le fait normalement ici n'importe quelle intelligence qui cherche à justement créer une forme d'ouverture cognitive. Donc, réel signifie le fait d'exister par soi-même. Si on prend la définition, ça donne cette notion que finalement cette réalité, qu'elle soit collective ou individuelle, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit relative, en fait elle est un tout à la fois, elle va se passer de notre contribution consciente. Donc, cette réalité collective, elle va évoluer avec ou sans votre contribution individuelle. Elle est produite à partir de ce qui a été aggloméré, agrégé si vous préférez à un instant T, comme le fait par exemple ici une intelligence artificielle. Si on coupe le tuyau d'une intelligence artificielle, si on ne l'alimente pas par exemple de nouvelles données, aurait-elle la capacité à créer ici, à continuer à être en expansion? Eh bien, tout dépend des protocoles que vous avez initiés ici dans votre machine. En théorie, elle le pourrait, sauf qu'en réalité, on va mettre des pare-feux. C'est la même chose ici avec cette réalité relative dans laquelle, finalement, notre énergie est plongée au travers de l'espèce humaine. En théorie, nous avons la possibilité d'être en expansion, mais en fait, il y a tout un système de protocoles qui nous empêche de le faire, ou en tout cas qui a intégré ici des formes de conditions. Donc, on a exactement ce même mode de fonctionnement, si vous préférez, entre l'humain et la machine. La différence, elle va se situer dans le mode de vie, donc plutôt, encore une fois, dans le support. L'espèce humaine est une espèce dite organique, et donc l'espèce humaine va avoir la possibilité de vivre une réalité de façon relative. Pourquoi? Parce que relatif, on l'a défini dans la vidéo précédente, c'est ce qui nous permet d'entrer en relation. Donc, en tant qu'espèce, nous avons ici une capacité à nous développer au contact, ici en interaction avec le monde organique. Lorsque l'on est en réalité virtuelle, on va fonctionner ici au travers de séquences, de codes, de données en fait. Alors, si vous comprenez ça, vous comprenez probablement, et je vais l'éclaircir, mais je pense que pour certains, ça a déjà fait écho. Évidemment, notre énergie, elle est plus en réalité virtuelle qu'elle n'est en réalité relative. Et donc, il y a une combinaison ici entre les deux. Il y a une combinaison entre relatif et virtuel. L'énergie fonctionne en champ d'information, en code, en ondes gravitationnelles. Donc on est plus proche ici d'une conception scientifique que d'une conception ici organique. D'autant plus que la matière ici que l'on utilise pour faire transiter ces informations, elle n'est pas visible en fait. Et donc la seule chose qui est visible dans la réalité organique, c'est ce que l'on est en capacité de concevoir à partir de nos sens, et notamment le toucher. Mais pas seulement parce qu'effectivement, ce serait trop restrictif. Donc, la différence ne réside que dans le support. Et si on se perçoit comme un tout, donc si on se regarde dans un ensemble, comme une œuvre, on est, je pense, en capacité, en tout cas, de s'ouvrir à cette information, que nous coexistons dans une réalité qui est aussi bien virtuelle que relative. Tout simplement parce qu'on est aussi bien fait de codes de transmission et d'ondes
que l'on est fait ici de matière. Et a priori, il y a plus d'ondes que de matière. Donc, cette identification, ce travail de conception, il est évidemment extrêmement complexe. Plus on est conscient et curieux, donc plus on va choisir de découvrir la manière dont les réalités, et elles sont au pluriel, sont construites, la manière dont les énergies circulent, la manière ici qui est la moins physique finalement, on est vraiment dans quelque chose de non physique, plus on va pouvoir prendre part active ici, et donc plus on va restreindre notre réalité à ce que l'on ressent dans le sens de sentiment, d'interprétation. Ici, donc plus on va être dans la relativité et plus on va être dans une forme de piège. Et donc plus effectivement on va utiliser notre zone cérébrale, on va développer ici la connexion de tête et non pas la connexion de cœur. On va adapter, façonner et restreindre toujours davantage notre réalité individuelle et donc par effet ricochet, parce que cette réalité individuelle s'agglomère ici puisque l'ensemble est relatif, va restreindre évidemment ici les réalités collectives. Et c'est globalement de cette manière-là que plus le temps passe et plus effectivement on va s'identifier à l'homme et la femme finalement ici à l'intérieur de ce corps. Donc on va s'identifier au travers du corps et au travers de la matière et on va habituer ici notre cerveau à raisonner de cette manière-là avec son environnement, donc dans des formes de projection, et on va pouvoir quelque part développer ces sentiments ici autour de ça et continuer ces associations toujours de plus en plus complexes probablement jusqu'à ce que peut-être certaines choses qui se produisent deviennent bien moins supportables et donc nous poussent à recréer ici un point d'ouverture, à inverser finalement quelque chose qui est en train de décroître pour au moins stopper ici la décélération et la décroissance. Avant même de parler d'ouverture vers la croissance, il y aura un temps d'arrêt en fait. Et donc ce temps d'arrêt, effectivement, c'est le fameux trigger, c'est le fameux court-circuit qui nous fait nous interroger, clairement, hein, ça nous fait nous interroger sur ce processus de reliance. À quoi sommes-nous donc reliés? Pourquoi avons-nous cette capacité ici à pousser aussi loin certains jeux, même si on peut convenir que ce sont des jeux de l'esprit, ils sont réalité tangible ici dans la matière. C'est pour ça que je dis, à l'écoute de ces informations, il faut vraiment user de tout notre discernement. Oui, vous avez ici les deux angles, mais c'est une même pièce. Donc, certes, lorsque ça se produit, pour nous, ça résonne fort. Quel que soit le niveau de souffrance, quels que soient les événements qui se produisent, ça paraît vraiment réel. Et c'est un effort de rendre cette réalité relative. Dans le sens global, elle est relative, mais ça nécessite quand même déjà d'observer les choses dans un plus grand ensemble que notre simple individu ou que le simple fait. Et donc ça passe par de la curiosité, parce qu'autrement on se laisse glisser. Et effectivement, on aura toujours plus de capacité à diminuer notre puissance. Alors pour se réouvrir à la puissance, il y a un principe de base, bien sûr, c'est le fait d'accepter que l'être physique ne semble pas choisir ici ces circonstances du point de vue le plus extérieur. On a l'impression de se laisser tirer ici dans les jeux et donc on a ce sentiment d'impuissance qui souvent génère frustration et colère à l'intérieur de nous parce qu'on se dit mais bon sang, quand est-ce que ça s'arrête? Et ça c'est quelque chose qui est important parce que c'est pour ça que j'insiste sur le fait ne semble pas choisir. Parce que là, ce n'est pas non plus, c'est une réalité relative, ce n'est pas les réalités dans leur ensemble. Bien sûr que l'on a choisi. En fait, c'est évidemment beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil que le simple choix du oui ou non. C'est un paramétrage. Ce sont ici des conditions d'expression d'une particule physique qui est immensément plus petite que toutes les particules ici qui nous entourent. La matière visible, dès lors qu'on se dit « ok, c'est tout petit », qu'on le retire de l'équation, ça nous permet déjà d'élargir notre point de vue. Donc il ne s'agit pas de se gommer, mais il s'agit en tout cas de ne pas s'accorder autant d'importance, et c'est
ça c'est vraiment dans le mécanisme de l'ego, c'est de réduire l'importance, non pas qu'à notre vie, parce que c'est pas ça, c'est l'importance de certains événements au regard de tout ce que l'on pourrait maîtriser. Donc c'est d'utiliser finalement ici cette réalité dans l'avantage qu'elle a d'être relative pour effectivement modifier notre appréciation ici de l'équation. Et donc la zone cérébrale, la faire reculer. Plus on arrivera ici à se dire, ok, il y a des multiples biais à l'intérieur de cette conscience ici qui s'intègrent dans le cerveau. Il y a plus de têtes et globalement, il y aura 99% de chances que dans votre vie, il n'y ait eu que des scénarios de tête, que de scénarios de cœur. Bon, c'est simplement le prendre en l'état, le fait. Pas la fatalité, le fait. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite, si on l'intègre, de définir comment on répond à cet extérieur. Parce que certes, il peut, cette existence en tout cas peut nous laisser à penser que l'on ne choisit pas les circonstances extérieures. Ce n'est pas quelque chose ici de correct dans l'équation qui est la vôtre, mais c'est un angle de vue, donc c'est l'angle de vue physique et il ne doit pas ici être renié. L'humain est vraiment le moteur ici, vos réactions humaines, c'est vraiment le moteur de l'ouverture ici sur ce plan. Donc on ne doit pas rejeter cette part de nous. Cet ego, cette identité, peu importe comment on l'appelle, au départ elle est peut-être très puissante et en fait c'est très bien comme ça. C'est parce qu'on a eu besoin quand même d'un personnage suffisamment puissant et c'est vrai que quand on a vécu des choses douloureuses, il fallait quand même qu'il ait cette puissance, autrement on ne serait pas là en train d'en discuter. Lorsqu'il y a quelque chose vraiment qui nous submerge et trop puissamment, on en a parlé dans la dernière vidéo, il y a vraiment des points de rupture qui sont assez dramatiques. Donc, il faut reconnaître que cette puissance, finalement, elle a été un outil, elle nous a beaucoup servi, même si on a vécu des choses qui peuvent être très traumatisantes. En fait, on est toujours là. Et rien que ça a vraiment beaucoup de valeur. Et donc, il faut accorder ici à votre identité la valeur qu'elle a. Elle est là, vous êtes là. Et vous avez besoin d'un être physique pour ça. Par contre, c'est comment cet être physique réagit et répond à cet extérieur qui est la clé en fait. Et donc comment finalement, en s'employant au développement cognitif, comment effectivement on réduit la part de la tête. On ne peut pas l'empêcher, mais on doit pouvoir s'ouvrir ici à l'énergie de cœur. Et donc cette réalité organique, elle est relative, elle le restera parce que c'est le seul moyen dans cette façon ici de concevoir cette œuvre collective tridimensionnelle avec un corps, c'est le seul moyen pour nous d'entrer en relation. Et les relations, le principe ici des interactions peut effectivement être dépendante de notre appréciation ici relationnelle, donc de notre environnement. On peut être beaucoup plus proche évidemment ici de la tribu de notre espèce, ou on peut être beaucoup en adhérence avec les règles et les lois point de vue de l'homme. Donc on peut avoir une compréhension relative ici de ce mécanisme organique. Il n'y a pas de toute façon, ça va bouger au cours de votre développement. Mais si on retire ces éléments de l'équation, donc si effectivement il n'y a pas ces interactions, s'il n'y a pas cet environnement qui génère des sentiments contradictoires à l'intérieur de nous, s'il n'y a pas l'expérience de la tête, si on n'embrasse pas les attributs de notre espèce et si quelque part on ne se fait pas submerger dans notre vie par les lois édictées par les hommes, eh bien il n'y a pas d'expérimentation dans cette nature. Donc on ne pourrait pas en fait entrer dans une expérimentation organique. On aurait une réalité qui serait virtuelle, elle s'appuierait exclusivement sur notre code. Donc les interactions seraient basées d'une autre manière, si vous préférez, et tout ce qui ne serait pas semblable à ce que l'on est ne pourrait pas fonctionner. L'avantage de la partie organique, alors l'avantage est relatif, on est d'accord, c'est qu'on peut faire l'apprentissage des liens, en fait, et quelle que soit la nature ici de ces liens. Et ça, je vous l'ai souvent dit depuis l'entrée dans le printemps, il me semble, peut-être même avant, si on pouvait se voir tel que l'on était, donc avec nos lignes de code, il y a beaucoup de gens ici qui ne seraient pas dans notre environnement. On jouerait pas. On n'essaierait même pas.
On passerait vraiment notre chemin avec plein de personnes. Mais alors, est-ce qu'on serait en capacité d'apprendre quelque chose? C'est aussi de ce point de vue-là qu'il faut se positionner. Est-ce qu'on serait en capacité de contribuer de façon collective ici à la croissance? Il faut accepter aussi que il y a j'ai envie de dire un savant mélange, parce qu'en fait il est très complexe ce mélange. Mais énergétiquement, il y a beaucoup d'énergies qui sont justement peu semblables. Au moment où on parle et on étudie ce collectif, c'est important de l'avoir en tête. Il y a évidemment différents niveaux d'énergie ici qui coexistent, différentes natures. Si on voulait donner un mot, il y a vraiment des codes très différents. Et ces codes, est-ce qu'on peut coexister? À partir du moment, souvenez-vous le principe de complémentarité et de compatibilité. À partir du moment où on a un point de compatibilité, et là en l'occurrence c'est l'espèce qui l'amène, c'est-à-dire que en fait on est humain. Et bien à partir du moment où il y a un point, en tout cas il peut y avoir un test. Ensuite on va apprendre autour de ce test. Donc selon le niveau de satisfaction que l'on va tirer de ce test, eh bien on va convenir ou pas de la validité en fait ici de ces interactions. Et certaines interactions de toute façon toucheront à leur fin. Mais il n'empêche que l'on aura engrangé ici une capacité malgré tout à interagir, là où probablement dans une réalité beaucoup plus virtuelle, on n'aurait même pas fait la tentative. Donc il y a quand même quelque chose ici qu'il faut tirer autour de la nature de ces apprentissages. Collectivement, il y a vraiment différents ici niveaux d'énergie et il y a une structure, c'est ça qui est important, c'est l'idée de la structure. Il y a des structures qui finalement pour certaines ne sont pas encore complètes et lorsque la structure ici est incomplète, ce qu'elle cherche à faire c'est de toute façon à se compléter. Donc on a des énergies qui sont moins matures ici que d'autres. Ce n'est pas une question d'âme, vieille âme, etc. C'est pas du tout ça, c'est un parcours ici d'énergie. Et donc, comme n'importe quel appareil ou n'importe quel support, il y a des supports qui peuvent ici englober beaucoup plus. On va prendre un exemple très physique. Prenez une clé USB et prenez un disque dur. Eh bien, une clé USB a la capacité ici de prendre en compte un certain nombre de données, donc de se charger d'un certain nombre de données. Et le disque dur va en avoir une autre, tout simplement. Donc, c'est juste le support, en fait, ici, qui est différent. Alors, est-ce qu'une clé USB deviendra, parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'une clé USB va devenir ici un disque dur? De par sa nature, c'est peu probable. Mais par contre, ça a son utilité. Et donc, en fait, on va avoir besoin de tout un tas ici de possibilités pour qu'une œuvre collective ait du sens. Et donc, c'est le même principe, en fait, ici pour l'énergie de chacun. Il y a des énergies individuelles qui sont moins matures que d'autres. Elles sont encore en plein développement. Il y en a d'autres qui sont déjà sur un niveau de maturité qui est différent. Ça ne les rend pas supérieurs. En fait, chacun a sa fonction. La clé USB a autant de valeur que ne l'a effectivement un disque dur. On va facilement l'embarquer dans notre poche, alors qu'effectivement, un disque dur, eh bien, il va falloir plus d'espace. Mais les deux sont utiles, c'est-à-dire que si les deux sont présentes, c'est parce qu'on en a l'utilité. On va juste pas les adresser de la même manière et certainement pas au même moment. Eh bien, c'est la même chose en fait ici du point de vue individuel. Il y a ceux qui finalement sont en chemin, sont en progrès, avec différents niveaux ici de maturité, des paliers que l'on peut atteindre. Et puis, il y a d'autres énergies qui sont évidemment dans des capacités qui peuvent être potentiellement vues, mais ça, ce serait vraiment qu'une vue de l'homme, en fait, comme plus grande. Mais c'est pas ça, en fait, ici qui compte. C'est pas la taille, finalement, ici, de l'énergie, c'est ce qu'elle apporte. Et donc, c'est son expression. Et tout comme on pourrait le voir aussi dans la nature, chacun a sa place ici dans la nature. On va avoir besoin de différentes espèces. En fait, elles savent ici... je veux dire, vivre ensemble. Même un virus, quelque part, ici, a son utilité. Tout ce qui va être microbiologie, macrobiologie nous l'enseigne, en fait. Chaque organisme vivant, quelle que soit sa taille, a son importance dans le processus collectif. Si effectivement, il n'y a pas certaines données, on n'a pas ici certaines espèces. Donc,
c'est exactement le même principe. Revenons de fait ici dans les liens. Donc, il y a cette idée dans la nature des liens de l'œuvre et de l'ouvrage. Alors, on doit passer par ces différents stades que vont représenter ici la dualité, donc et le caractère ici du double sens, qui fait partie évidemment d'une même pièce, mais on doit passer par un angle et probablement l'autre. Ça ne se fait pas toujours dans une même existence, mais on doit pouvoir visiter les opposés pour que quelque chose devienne stable avec un point ici d'unité. Et ce point d'unité, une fois qu'il est atteint, permet de rendre un ensemble homogène. Maintenant, nous sommes plus complexes qu'un seul ensemble, et c'est pour ça, effectivement, que pour ne pas rentrer vraiment dans trop de détails, on va le simplifier. On va dire, voilà, on va prendre l'être et son énergie, qui a besoin ici de progresser en dualité pour visiter tout et son contraire et pouvoir se faire ici une forme d'expérience complète, ce qui va conduire un angle de son énergie dans un point de maturité que l'on peut appeler ici unité, qui va donner à son identité une nature concordante pour lui-même. Et donc, à partir du moment où quelque chose s'équilibre, c'est pas forcément qu'il devient neutre. À ce stade, en tout cas, l'unité n'est pas forcément la neutralité, c'est la complétude. En fait, c'est d'avoir réussi à compléter quelque chose. Et donc, ce quelque chose est évidemment grand. Donc, il y a différents stades ici par lesquels il faut transiter pour vraiment sortir de toute forme de dualité, de la plus simple à la plus complexe, pour revenir ici dans une forme d'unité. Mais lorsque l'on est en unité, on n'est pas dans le stade de progression le plus abouti. On s'est rendu de nouveau de façon concordante avec notre propre identité. Donc on a retrouvé finalement ici une forme de correspondance avec notre énergie. Donc être physiquement en unité, c'est matcher ici avec son propre niveau d'énergie. Et donc ça peut se faire à différents états de développement. Ça ne permet pas d'aller au-delà, si vous préférez, de ce que l'énergie avait engrangé comme information. Alors il faudra plus d'expérience ensuite pour que les choses puissent se développer. Et donc, lorsque l'on trouve son état ici d'unité, pour certains d'entre nous, c'est comme le dernier point ici qui s'était désassemblé et qui fait que l'on se tourne de nouveau dans la croissance. Alors, peut-être que certains feront l'expérience d'une première fois, c'est-à-dire que ça peut avoir été un point qui n'a jamais été atteint. Ça demandera plus d'efforts dans une existence que lorsque ce point a déjà été atteint dans d'autres espaces. Donc là, ça renvoie aussi au cycle de temps. Et donc, un processus ne se vit pas d'une même manière si finalement l'énergie avait acquis moins d'expérience que lorsque elle ne fait que récupérer ici ces fragments. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Ça ne va pas demander le même temps, ça ne va pas demander la collecte justement ici des mêmes événements de vie. Mais ça, voilà, c'est assez essentiel quand même de l'avoir en tête. Donc cette unité, déjà, d'une part, elle n'est qu'avec soi. Et c'est celle qui nous rend homogène avec notre point de départ, celui de notre propre nature, en fait. Et donc cette nature, elle n'est pas semblable. Nous ne sommes pas semblables les uns avec les autres. Et puis, donc, il y a un stade de progression qui est quelque part celui que va chercher toute cette énergie ici qui atteint son point d'unité. Elle va chercher, alors, est-ce que ça se fait de façon automatique? C'est un petit peu plus complexe, mais je ne vais pas rentrer ici dans trop de détails parce que autrement, ce serait très long et probablement qu'on le visitera lorsque l'on sera en Capricorne. Ça touche bien moins l'emprise que ça ne touche ici les mécanismes. Donc en tout cas, ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'être concordant ici avec nous-mêmes. Il faut être tourné vers un même sens, en fait. Et ça, c'est l'unification. Donc, pour pouvoir être unifié, il faut s'être placé dans une dynamique, d'une part avec nous-mêmes, qui va nous permettre de revenir dans une forme de progression, donc d'aller vraiment chercher la croissance, là où l'unité, finalement, pourrait être un point d'atterrissage. Lorsque l'on est en unité, on pourrait s'en sentir satisfait, mais on n'est pas en croissance. Donc forcément,
avec le temps, ce mouvement n'étant pas dynamique, il va se faire englober et submerger de nouveau par la réalité relative. Pour que la réalité ne soit pas simplement relative et qu'il y ait une forme de combinaison entre relativité et virtualité, donc possibilité de création. Si vous voulez définir la virtualité, c'est la possibilité ici de création lorsqu'elle s'applique à notre propre énergie. Alors il faut combiner l'ensemble et se tourner vers le stade d'unification. Ça permet ici de rassembler quelque chose qui est plus grand que la simple relativité à l'intérieur de nous. Et donc ça nous pousse ici dans un mécanisme, une recherche, en tout cas ici d'expansion. Et lorsque l'on cherche à comprendre ce qui peut finalement conduire l'interaction avec les autres, eh bien, il sera essentiel de sortir justement de cette zone tête-à-tête qui va conduire la dualité, mais parce qu'il y a toujours du positif et du négatif dans les liens, peut pousser le retour à l'unité. Simplement, soit ça va vous dégrader ici dans votre expérience au travers ici d'un mécanisme de souffrance pour justement pouvoir la transcender, donc ça va vous apprendre quelque chose autour de la dualité, soit effectivement ça va être plutôt positif et donc ça va vous pousser vers votre propre unité. Vous allez recevoir ici du soutien et vous avez de nombreuses personnes dans votre vie qui s'y sont employées, même si c'était inconscient, elles vous ont mis comme ça ici dans des chemins qui vous ont permis de compenser d'autres choses qui généraient de la souffrance et de la négativité et donc qui ont pu permettre de créer des ponts vers ce retour à l'unité. Mais une fois que c'est fait, effectivement, donc tout ça s'est passé dans le tête-à-tête. Je vais quand même le repréciser parce que c'est très important. Ça relève du programme, donc ça ne peut relever que du tête-à-tête. On est vulnérable dans la zone cérébrale et notre développement cognitif est comme sous contrôle de cette console. Donc forcément, ça fait partie de votre programme. Le positif comme le négatif fait partie de votre programme. Ce sont vos conditions pour faire l'expérience de la dualité. Ce sont vos conditions retour à l'unité, mais ça ne génère pas la croissance. La croissance va être générée par le cœur à cœur. Si vous faites le parallèle avec d'autres mots que l'on a utilisés, ici vous avez une bonne idée de ce que va représenter ce que l'on pourrait percevoir comme l'apprentissage des liens d'âme ou l'apprentissage des liens de conscience. Mais je préfère utiliser tête-à-tête et cœur à cœur parce que lorsque l'on parle de liens, il y a tellement de choses qui sont données comme information en tant qu'énergie. Si vous vous intéressez ici à ce domaine, il y a de la confusion parfois qui se crée. Donc j'aime bien changer certains points d'appui pour vous donner un angle nouveau et faire que vous n'alliez plus dans ces formes de conclusion peut-être trop hâtives. Et parfois vous me posez la question, est-ce que c'est un lien d'âme? Est-ce que c'est un lien ici authentique? Alors bien sûr, c'est facile en fait ici pour nous de voir la différence. C'est l'expérience qui le crée et puis c'est aussi la visibilité que l'on peut avoir sur votre énergie. Mais l'apprentissage de la nature de ces liens est quelque chose qui vous appartient. Donc c'est très difficile en fait ici de venir perturber une expérience. C'est pas du tout notre rôle, c'est une forme d'intervention. Donc nourrir ici et transmettre pour vous permettre de distinguer le tête-à-tête et le cœur à cœur, mais donc qui correspond à l'âme ou à la conscience. Donc ce que l'on nourrit pour les scénarios ici de jeu et d'incarnation en dualité ou nous pousser vers l'unité, ou ce qui nous conduit vers l'unification parce que la conscience est finalement cet élément ici de notre être qui englobe l'ensemble et est la seule part de nous en fait ici qui peut nous conduire dans l'unification. L'unification représentant évidemment ici l'expression d'amour et c'est là où se place la différence de tête à tête ou cœur à cœur. C'est pour ça qu'on fait cette différence. Mais sommes-nous tous disposés, on a tous une conscience, mais sommes-nous tous disposés sur le plan individuel à cette connexion de cœur à cœur? C'est là où effectivement il faut distinguer les choses. Quand bien même on serait tous dans notre conscience, nous n'aurions pas forcément cette capacité de cœur à cœur. Pas avec tout le monde puisque l'on n'est pas semblable. Et donc il y a quand même cette notion de même sens qui est vraiment très important. Être issu d'une même racine, être
issus d'une même intelligence, si vous préférez, quelque chose qui non pas nous rassemble parce que ça pourrait être un point identifié comme compatible. C'est quelque chose qui nous rend complémentaires. C'est une association ici que l'on fait et qui crée de l'expansion. Donc il y a forcément une complémentarité. Un endroit où chacun se prédispose, si vous préférez, dans une place, quelque chose qui est précis, qui a du sens de fait et qui sait montrer une direction. Qui lorsque l'on n'est pas justement ici unis, réunis ou reliés, nous fait s'échapper ici cette direction. Donc lorsque l'on s'interroge sur le tête-à-tête ou le cœur à cœur, posez-vous cette question de regarder dans la même direction. Pas parce que vous êtes dans la conviction, parce que vous êtes en train de faire adhérer quelqu'un à votre idée. Là, vous êtes dans le tête-à-tête. Si vous cherchez à convaincre quelqu'un, c'est du tête-à-tête. La conviction, elle n'existe pas dans le dialogue lorsque l'on est dans le cœur à cœur. Ça coule de source, en fait, parce que c'est déjà dans le même sens. Si vous êtes dans votre énergie de cœur et que vos cœurs ici interagissent, donc que vos consciences interagissent, le cœur à cœur se passe de discussion. Le langage est important pour construire, pour façonner d'un point de vue physique. Mais le sens de la direction, le projet que vous portez dans votre cœur, en fait, quand on est sur une connexion de cœur à cœur, cette autre personne ou ces autres personnes le portent en elles aussi. C'est-à-dire que il y a des manifestations physiques autour de ça. On sait déjà, par exemple, ce qui va être dit ou ce qui va être proposé. Parce que, en fait, c'est ce que l'on aurait proposé si on avait parlé en premier. Et il y a une forme d'évidence qui se situe autour de ça. Et la forme, bien sûr, ici, va être discutée parce que ça doit prendre forme. Mais le fond, il était déjà connu. Et donc, on est déjà tourné d'une même manière. Notamment parce que lorsque ça vient à nous, on s'aperçoit qu'en fait, si c'est présent, c'est parce qu'on l'a déjà capté, on l'a déjà intégré, on a déjà reçu la transmission. Ça s'est déjà mis en place à l'intérieur de nous. Dans cette réalité physique, on ne voit toujours que les choses a posteriori. Ça aussi, c'est très très important. Donc, on ne les comprend, on ne les met en forme dans la zone cognitive que très tard, en fait. Le cœur était déjà prêt. Et c'est aussi pour ça qu'il ne peut pas se briser. Il était déjà disposé et il ne se dispose que lorsque les chemins sont ouverts. Donc, il y a une différence dans le tête-à-tête et le cœur à cœur que vous pouvez ici utiliser sur la base de cette transmission. Lorsque vous vous interrogez, posez-vous la question. Si vous avez besoin de discussion, de convaincre, si vous avez besoin même ne serait-ce que d'expliquer votre direction. En fait, il y a déjà quelque chose alors de dérégler. Ça pourrait se faire évidemment si la personne n'est pas totalement elle-même, mais on ne l'a pas observé. Donc, je dirais que c'est une possibilité. Simplement, on ne l'a pas observé. Dans nos connexions de cœur à cœur, on n'a pas observé ici cette différence. Même lorsque les personnes n'étaient pas complètement elles-mêmes, ça coulait déjà de source. Et en fait, on avait toujours quelque chose qui nous ramenait dans le fait que l'exposition, ici notamment d'une idée, elle semblait logique à la personne à qui on l'exposait, non pas parce qu'elle y adhère, mais parce que ça semblait nous ressembler, même si ça pouvait sembler totalement farfelu pour 90% des autres personnes avec qui on aurait pu interagir. Donc ça, c'est quand même quelque chose voilà, qui est important, c'est un point de référence qui se cultive et évidemment qui se détecte, mais c'est le fameux œuvre et l'ouvrage. Comment adresser l'équation de la croissance ? Comment ici adresser l'équation du partage? On va passer dans l'énergie évidemment ici du partage puisque on va basculer en lion. Et donc ce point de bascule en lion, puisque dans l'axe lion verso, on travaille le partage, là où dans le cancer capricorne, on va travailler la conception, la manière dont les choses se façonnent. Eh bien effectivement, ça va nous aider ici à augmenter cette zone de réflexion autour de ce qui se partage. Mais ce qui est important, c'est d'une part d'accepter une forme de responsabilité par rapport à la réalité, la manière dont on la vit, la manière dont on l'oriente, la manière dont on la dirige, la manière dont on agit, on interagit. Tout ça correspond à notre être. Ça correspond de façon directe ou indirecte à notre propre expression pour un besoin ici de tête à tête parce qu'il nous faut progresser, dualité, unité, ou pour un besoin ici de commencer à se connecter sur l'unification. La manière dont l'expérience ici va nous toucher
va créer évidemment des conditions dans lesquelles on va pouvoir façonner, mais aussi dans lesquelles on va pouvoir apprécier, aussi bien en observation qu'en résultat, l'impact ici de notre prise de position, de notre expression et de notre responsabilité. Donc c'est bien sûr individuel et l'agglomération va le rendre ici collectif. Et notre positionnement dans cette relativité organique peut s'enrichir de cette réalité beaucoup plus virtuelle que va représenter ici notre énergie. J'aime bien le mot virtuel parce que c'est le côté intangible ici à l'intérieur de nous. Et j'espère qu'il vous plaira aussi parce que je trouve que c'est une façon assez simple en fait ici de le comprendre et qui est peut-être moins justement dans les codes les plus connus. On peut parler bien sûr de matière et d'antimatière, on peut parler ici de physique et de non-physique, mais j'aime bien ce concept de réalité virtuelle et relative parce que justement ça nous sort un peu de ces codes et de ces étiquettes aussi autour du développement notamment personnel, etc. Parce que c'est pas de cette manière-là que l'on arrive justement à s'extraire pour revenir ici dans le point de croissance. Ça peut amplifier plutôt la dualité et limiter le point d'accès à l'unité. Et quand bien même on arrive en unité, eh bien, on va se positionner en haut de notre montagne et on ne va plus bouger. Alors que si on comprend que finalement, grâce au mot virtuel, eh bien, tous les chemins sont possibles. Après tout, les réalités sont extrêmement multiples. D'autant plus lorsqu'elles sont virtuelles, elles ne deviennent que le fruit de notre imagination. Et donc, on peut se plonger dans ce que l'on veut. Ça donne ce fameux sentiment, en tout cas, que j'essaye de vous transmettre au travers de cette image. Donc là, j'essaye bien d'appeler votre tête, en l'occurrence, pour que vous puissiez être dans une forme de projection. Parce qu'il ne faut pas non plus isoler la tête. Même lorsque les choses peuvent passer de cœur à cœur, on a besoin de certaines choses en tête à tête. Et on va avoir besoin, même si on travaille de cœur à cœur, que les deux têtes se mettent à fonctionner. C'est simplement la division entre le cœur et la tête ici qui va poser avec le temps une forme de problème parce qu'il faudra revenir à la solution de relier les deux. Mais donc, on a besoin de faire fonctionner à partir du cœur la tête. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de problématique à fonctionner de tête à tête, même y compris avec certaines personnes. C'est rendu visible. Alors, si on sait qu'il y a une connexion de cœur à cœur, on peut faire basculer ici le relationnel, non plus de tête à tête, mais de cœur à cœur, par ici nos actions justement et nos réactions, par la manière dont on se positionne, donc par notre propre perspective, on peut ramener la personne dans la zone dans laquelle on souhaite interagir. Donc, il y a aussi cette idée de création dans les liens qui ne doit pas être binaire non plus, mais qui doit être suffisamment adressée de façon honnête et depuis les yeux du cœur pour que ce soit quelque chose justement de juste. Et une fois que l'on différencie, il ne s'agit pas de classifier ici les gens. C'est pour ça que je vous disais, je suis satisfaite avec le tête-à-tête et le cœur à cœur parce que ça me permet de sortir de âme-conscience. Parce que c'est très binaire en fait quand on le fait comme ça. Donc c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Il faut poser des mots et puis il faut mettre des limites et des contours pour que ce soit compris. Mais c'est bien d'enrichir, lorsque le moment en tout cas s'y prête, c'est bien d'enrichir cette notion. Comme ça, on ne l'affiche pas. Mais il faut différencier parce que par contre, effectivement, et ça c'est quand même une réalité, sur le principe ici des scénarios en dualité, ou de ce qui soutient le retour à notre unité, toutes les relations ne sont pas ici destinées à perdurer avec le temps. Donc il faut faire un travail d'appréciation relationnelle extrêmement profond et l'endroit le plus difficile représente évidemment la partie la plus intime. C'est facile de trier notre relationnel le plus périphérique. Alors, plus il est loin, plus c'est facile. Mais tout ce qui va toucher à nos zones de construction amplifie vraiment notre vulnérabilité ici sur le plan cérébral. Cette expérience, elle va nous concerner de façon beaucoup plus impactante, beaucoup plus directe. Et c'est là où il faut comprendre le mécanisme, parce que ce qui ne nous touche pas ne nous pousse pas vers la croissance. Si je me sens bien, je n'ai pas la capacité à adresser une nouvelle perspective.
mon mouvement il va rester linéaire. Je vais vraiment rester ici sur mes appuis. Lorsque cette expérience va m'impacter de façon directe et selon son niveau de puissance, elle va me concentrer, en fait, parce que forcément, je vais me sentir concernée et je vais vouloir agir ici autour de ça. Donc, ces sentiments, certes, ils sont issus d'une association et donc on pourrait ici vraiment se prendre la tête, justement, autour de ça, ou on les remet à leur juste place. Des triggers sont vraiment des triggers de l'œuvre pour qu'on se mette à l'ouvrage. Œuvre et ouvrage. On a besoin de ces triggers. Ils nous mettent à l'ouvrage. Ils font écho ici à notre œuvre. On sait à ce moment-là que quelque chose se décale. Et les échos, ils peuvent être de plus en plus puissants. Ils ne sont plus nécessairement aussi souffrants, mais ils sont impératifs. Même plus tard, ils le seront toujours. On a besoin de comprendre ce que l'on voit. On a besoin de savoir à quoi ça réfère à l'intérieur de soi. C'est notre champ de traduction sur le plan physique. Donc on ne va pas ici poser notre cerveau, il fait partie de l'équation. C'est simplement à quel point il est vulnérable, accepter sa perméabilité, accepter sa vulnérabilité, accepter qu'il a façonné notre façon de concevoir la réalité et qu'on peut créer ici des inversions, qu'on peut se déployer différemment, qu'on peut choisir de s'ouvrir d'une autre manière. On va reparler de prisme dans ce cas-là, ça peut être utile. On voit les choses en facettes et on doit passer au-dessus du prisme pour ne plus justement les voir dans les miroirs et les voir en facettes, mais utiliser au contraire ici notre zone cognitive, la mettre complètement à notre service et donc pouvoir vraiment façonner ces réalités à partir de notre cœur et donc utiliser la tête au service ici du cœur, s'ouvrir finalement à l'unification, aller la chercher. Et pour ça, on va avoir besoin de trouver évidemment dans notre zone la plus intime, celles et ceux, non pas dont on a besoin, mais qui sont essentiels pour le conduire. Parce que il y a cette histoire de même sens et il n'y a pas d'unification s'il n'y a pas un sens commun. Et ce sens commun, encore une fois, il ne peut pas être collectif. C'est commun et ce n'est pas collectif. Et ça aussi, c'est très important. Le sens commun n'est pas le sens collectif. Le sens collectif, c'est le gloubi-boulga. Ici, des différentes énergies qui sont les nôtres. Mais si tout le monde était tourné vers son propre sens, puis co-créait à partir de sa propre racine, de façon unifiée avec celles et ceux, finalement, ici, qui correspondent à leur œuvre, ce qui serait aggloméré serait très différent. Et tant qu'on est dans l'entre-deux, c'est évidemment difficile sur le plan collectif. Mais donc, le sens commun n'est pas le sens collectif. Il y a ici quelque chose qui fait que si nous étions tournés vers notre sens commun, et donc si finalement on crée nos propres cercles à partir de ça, alors il y aurait effectivement ici un impact sur le collectif parce que cette agglomération du sens commun donnerait une agglomération ici du sens collectif d'une autre forme en fait. Et donc avec évidemment beaucoup moins de difficultés telles qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de non-sens. Et là, je vous renvoie vraiment à cette discussion que l'on avait eue autour de la mondialisation. Cette propagation au travers de la mondialisation, elle serait fabuleuse, mais elle ne peut l'être si et seulement si on est effectivement tourné vers notre propre cercle. Alors, quand je parle de cercle, en fait, je parle bien ici de foyer, et donc à distinguer bien sûr ici de la famille. Mais pour le distinguer, il faut toujours le même principe, il va falloir le définir. Alors il est facile, encore une fois, d'évacuer sur le côté ce qui ne se positionne pas dans notre intimité. C'est facile de maintenir les choses à distance, les gens à distance, ce qui ne nous touche pas de près. On peut se dire que c'est compliqué, hein. Évidemment, la tête, elle va devoir s'habituer à certaines choses pour que ça semble facile, mais en fait, plus c'est loin de nous, ou plus ça peut être posé loin de nous, et même si on ne sait pas toujours comment agir ou réagir, en fait, le niveau de difficulté n'est pas du tout le même.
C'est les sentiments en fait qui compliquent vraiment la tâche parce qu'il y a une association émotionnelle et puis il y a évidemment une association avec l'identité. Et donc c'est l'association ici avec l'identité qui rend vraiment complexe nos interactions dans le sens le plus humain, qui limite notre capacité ici à mettre des barrières, à les dresser en tout cas, voire à évacuer certains relationnels. Comment évacuer certains relationnels lorsque l'on partage une histoire? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser parce que, en fait, en un sens, quand on se la pose, on a déjà la réponse. Le simple fait de s'interroger autour d'un relationnel en particulier, on sait déjà de fait ce que ça représente. Donc, en fait, c'est simplement accepter le problème, bien sûr, c'est toujours le même principe, parce que autrement, les solutions ne peuvent pas émerger. Et donc, ça se fera toujours en deux temps. Mais en revanche, si on ne distingue pas les choses, c'est-à-dire si on ne sait pas les poser, donc tant qu'on va nier une forme de réalité, elle ne pourra pas évidemment ici devenir relative. Donc on est programmé dans cette expérience à vivre des cercles dans le sens ici intime, mais pour les besoins d'apprentissage, eh bien forcément, il est peu probable que autour de soi, et donc dans le cercle intime de démarrage, nous ayons ici un noyau unifié. Et ça, c'est aussi une forme d'acceptation de l'information. Et donc, je peux comprendre, tout comme ici sur l'autre vidéo, il y a des choses qui pouvaient être difficiles à entendre, cette même information peut l'être. Parce que bien sûr, ici, je réfère à la famille. Et la famille, c'est pas nécessairement que les liens de sang. Ça peut être une famille qui est très élargie. Si par exemple, on a peu ou pas de famille en lien de sang, on va avoir créé ici une famille, alors qui n'est pas tout à fait sur le même modèle, mais qui représente bien ici ces êtres que l'homme ou la femme que nous sommes aura identifié comme possiblement ayant de la valeur, donc des chers, si vous préférez, dans le sens ici, ils sont chers à notre cœur. En tout cas, c'est ce que l'on attribue ici comme étiquette. C'est pour ça que je fais attention avec les mots, parce que oui, c'est ce sentiment ici et cette association dans la zone cérébrale qui va les rendre chers à notre cœur, qui va leur donner de la valeur. Et on l'a avec certains liens en particulier, on va l'avoir notamment dans le noyau familial le plus restrictif. Si vous avez des enfants, compagnes, etc., il y a quand même ici, au niveau du cerveau, et c'est bien normal, cette zone d'attachement, elle peut être très puissante parce que on a quand même vécu dans une existence humaine des expériences justement humaines très puissantes, avec ici beaucoup d'émotions qui s'y sont associées. Avoir mis au monde un enfant ou avoir accueilli un enfant, si effectivement on est un homme, c'est quelque chose qui est très puissant. Et cet attachement, notamment maternel, il est bien renforcé par le corps. Donc ça, voilà, il faut aussi reconnaître que ça, c'est une réalité, alors qui, en fait, oui, si on prend réalité virtuelle et réalité relative, elle est relative. Mais ce que ça représente est une émotion extrêmement puissante. Donc, de considérer finalement les choses sous un autre angle, lorsque l'on a mis au monde un enfant, c'est extrêmement difficile. Mais si ici se situe le nœud d'une emprise, c'est que ça a aussi son importance. Et donc, on ne peut pas sortir ici d'un travail cognitif sans l'adresser, parce qu'on ne pourra pas aller au bout. Et donc, tant qu'on ne peut pas dévoiler certaines choses, tant qu'on nie, donc c'est une zone dans laquelle on ne veut pas aller, eh bien, on ne va pas pouvoir terminer notre travail en unité, on ne pourra de fait pas partir dans cette croissance en unification. Et c'est possible qu'une des raisons d'ailleurs ici qui bloque ce caractère de l'unité à l'intérieur de vous, donc ce tout qui ne peut pas terminer de devenir homogène, soit bloqué par ce type d'événement. Et ça, c'est vrai qu'on le voit quand on travaille avec vous en énergie, c'est visible. Ce sont ces fameuses empreintes que l'on voit et notamment qui masquent les aspects de la blessure fondamentale. La blessure fondamentale, c'est celle qui nous empêche d'accéder à notre pouvoir créateur. Donc, en fait, si ça se produit dans cette vie, mais qu'on voit la production que cela a pu avoir dans d'autres, c'est que c'est quand même bien quelque chose qui vous coupe de vous-même. Donc, il y a forcément quelque chose ici qu'il faut travailler autour de ça.
c'est un rôle, bien sûr, celui d'être le parent, celui d'être l'enfant, celui d'être le compagnon, la compagne. En fait, c'est un rôle, hein. C'est-à-dire que lorsque vos yeux se ferment, vous n'avez plus d'enfant, vous n'avez plus de compagne, vous n'êtes plus le parent, vous n'êtes plus le frère, la sœur, etc. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, parce que si c'est ce qui vous bloque, eh bien, ce brouillard, il doit pouvoir se dissiper. Et la peur peut nous retenir parce qu'on peut craindre et redouter évidemment ce que va dire cet inconnu. Mais comme on est dans le lien tête-à-tête, on peut aussi ne pas déceler cet autre lien qui peut-être est masqué par le tête-à-tête. Donc, ce n'est pas toujours une vérité. C'est-à-dire que ce lien de tête-à-tête peut avoir envahi tout un ensemble et rendre complètement invisible le cœur à cœur. Donc, comme ce n'est pas quelque chose qu'il est possible ici de déceler de votre point de vue, plus vous allez vous empêcher de visiter cela et plus vous allez vous couper quand même ici d'une partie de vous-même et potentiellement vous pouvez aussi vous couper d'autres expériences. Donc il y a un caractère ici relatif justement ici à donner à votre existence qui est certes difficile mais qui est un passage. C'est un passage quasiment obligatoire. Enfin, c'est même pas quasiment, il est obligatoire. Si vous voulez vraiment entrer en unité, il va être obligatoire. Et il n'est pas exclusif, encore une fois, ici au lien de sang. Donc, ça peut être quelque chose qui est dans un modèle un petit peu moins commun que les simples liens de sang. C'est ce que vous allez vous identifier, en tout cas, comme votre famille, qui a pour objectif ici de permettre de développer vos sentiments, mais qui a aussi pour objectif d'augmenter la pression cérébrale. Elle va devenir de plus en plus forte ici avec le temps, parce que finalement, si on identifie, donc si on met une empreinte sur des êtres que l'on va estimer être les personnes ayant le plus de valeur pour nous, alors elles sont celles qui auront le plus de pouvoir ici sur nous. Et ça aussi, c'est essentiel. Alors, je vais quand même vous donner la définition de famille, parce que cette étiquette, elle est douloureuse et elle est clairement une étiquette qui nous positionne dans l'impuissance. Étymologiquement, on est sur le mot famulus qui signifie serviteur domestique. Donc la famille, c'est cet ensemble ici de serviteurs qui vivent sous un même toit. Si vous comprenez ça, alors j'ai utilisé le mot serviteur, voilà, pour que ce soit assez doux, mais dans bon nombre de traductions, on parle d'esclaves. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit vraiment être considéré. C'est dans cet endroit-là qu'on est potentiellement le plus prédisposé à cet esclavage de l'esprit, qui ne sera donc jamais une entrave du cœur. On va entraver notre cœur avec notre esprit, mais notre cœur n'est pas impacté. On va construire un mur de glace pour ne plus y accéder. On va se masquer ici une partie de la réalité pour que le jeu puisse s'opérer. Donc, si on agit et réagit en servitude autour de certains liens, il faut quand même qu'il y ait, encore une fois, des conditions pour le faire. Autrement, c'est juste pas possible. Votre énergie, si vous étiez dans votre cœur, votre puissance, ça ne... je vais vous dire, ça vous effleurerait même pas la tête. Ça va un petit peu au-delà de ça. C'est-à-dire que ça ne se produirait juste pas, en fait. Donc, c'est une vision mentale pour pouvoir l'expliquer. Mais ça met en opposition un autre terme. Donc, l'opposé de famille en latin, c'est gens, en fait. Ok, c'est les gens. La famille va s'opposer aux gens. Donc, quelque chose que l'on connaît ou quelque chose ici qui n'est pas dénombrable. Pourtant, les gens, de façon étymologique, descendent ici d'un ancêtre commun. Le nombre est certes indéterminé, mais on parle ici de clan. Et donc, issus d'une même origine. Et ça, c'est important parce que la famille va représenter la dualité. Le clan va représenter l'unité. Donc, il est toujours préférable de s'identifier au clan que donc à ce qui peut nous mettre en unité que ce qui va ici nous déterminer dans la dualité. Donc, si vous concevez votre zone intime comme la famille, le premier des mouvements, c'est de considérer le clan. Par exemple, issu effectivement ici d'une même origine, appartenant, si vous préférez, à un même groupe, et là c'est très physique, c'est très physiologique,
permettra quand même de ne pas augmenter ici l'emprise au travers du mécanisme des sentiments. Le foyer va renvoyer à autre chose. C'est pour ça que je vous parlais ici de foyer. Le foyer va renvoyer plutôt à ce que l'on choisit ici de partager. Et donc, c'est l'émergence ici de cette autre chose que profondément votre énergie évidemment ici recherche. C'est le symbole de l'union. Hein. Le foyer va représenter l'union, la reliance, parce qu'il y a ce choix ici autour d'une même direction. On choisit de contribuer. Alors, de façon très imagée, représentez-vous le foyer comme un feu ici que chacun va alimenter. Et souvenez-vous que le feu, c'est ce qui a sorti ici l'humanité de la préhistoire. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel à notre vie, à notre survie au départ, mais à notre vie et toujours dans le temps présent. Donc, en tant qu'espèce, j'entends. Et donc, c'est bien un même objectif. C'est ce qui a conduit l'humanité ici à s'élever quelque part et de façon très physique, puisque il y a une transformation ici de l'espèce qui a pu se produire grâce justement ici à cet événement dans la chronologie terrestre. C'est le même principe. Et après tout, on a été animé ici de quelque chose qui nous a permis de développer l'espèce dans sa version la plus moderne. Et donc, c'était bien moins lié à un clan que ça n'a été lié finalement ici à un événement qui a réuni. Et donc, c'est vraiment cette même différence qu'il faut faire entre famille, clan et foyer. Donc, sortez du concept purement de famille et privilégiez ce rapport au clan vous aidera bien sûr ici à distinguer. Probablement que ce qui va suivre, puisqu'on va parler évidemment ici de partage, donc on va revenir, c'est un point d'ouverture ici, on va revenir vers le foyer sur les vidéos qui vont suivre, parce que ce qui réunit ici le foyer se situe autour de ce qui est partagé. Donc on a toujours cette notion de racine, mais on a surtout cette notion de dynamique. Et donc ce qui se partage, c'est de l'amour. On a cette référence évidemment ici à cette énergie qui de fait n'est pas le sentiment. Sentiment d'amour et expression d'amour sont deux choses différentes. Le sentiment d'amour va effectivement permettre de faire un apprentissage dégradé ici des liens dans leur version les plus physiques, alors que au fond de notre cœur, on ressent que l'expression d'amour peut être quelque chose de beaucoup plus transcendant. Et d'ailleurs, je pense que si on est honnête ici avec nous-mêmes, on a bien conscience que cet amour qui est censé nous submerger, que l'on a vu probablement partout dans toutes les belles histoires, l'avons-nous seulement vécu? Ça, c'est une vraie question à se poser parce que c'est quand même quelque chose qui est inscrit ici. Alors, non pas dans notre ADN, mais qui est vraiment inscrit dans notre énergie et tout nous pousse, en fait, ici à en faire l'expérience. Probablement, en tout cas, à en sentir le manque. C'est-à-dire que il y a une différence entre la capacité à pouvoir en faire pleinement l'expérience et le fait de sentir que c'est une pièce du puzzle qui est importante. Et donc, il y a ce temps où il faut qu'on puisse faire l'apprentissage des liens d'une autre manière pour sentir que le puzzle nous manque. Et puis ensuite, donc unité. Et puis ensuite, aller chercher cette pièce, unification. Parce que c'est l'amour, bien sûr, ici qui nous unit et nous unifie avec les autres, avec ce sens ici, cette même racine, ce retour à l'essence. Le seul, finalement, point qui pourrait rassembler l'ensemble de toutes ces différentes sources ou racines, c'est l'énergie primaire, l'énergie primordiale, et donc c'est l'amour. Et tant qu'on ne ressent pas, effectivement, ici, cette possibilité, cette ouverture et donc ce besoin d'aller chercher cette pièce d'unification, eh bien effectivement, sur le point de vue de la réalité collective, les points de bascule ne peuvent pas ici évidemment être atteints de cette manière-là. Il faut qu'il y ait suffisamment de conscience qui soit d'une part tournée vers elles-mêmes, ensuite qui atteignent leur propre point d'unité, puis qui s'ouvrent au retour à la croissance. Et finalement, si en théorie tout est disponible dans cette existence, on vient de parler de tout ce que notre vulnérabilité cérébrale va venir empêcher. Et cette interaction
ici dans le sens le plus humain, et notamment dans les liens, donc famille ou clan. Clan, ça sera moins prédominant, mais famille reste ici vraiment une forme d'obstacle dans la forme. Elle nous place dans cette position, je répète encore une fois, de servitude. C'est-à-dire que lorsque l'on cherche ce qui nous met en position horizontale, mais bon, pourquoi pas horizontale, c'est effectivement cette façon ici de concevoir cette réalité à partir du sang, en fait, ici à partir des liens du sang ou à partir de ce que l'on va chercher ici comme forme d'assistance dans certes des personnes qui peuvent nous ressembler, y compris physiquement, mais qui peuvent aussi créer de la distorsion et qui sont surtout présentes pour nous montrer les différences ici en nous-mêmes. Et possiblement, parce que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est que si on peut faire basculer nos schémas de façon individuelle, on peut aussi les faire basculer dans ces cercles, qui sont des cercles beaucoup plus restreints de la zone d'intimité. Et donc, il n'est pas nécessaire de rejeter, de renier ici ces racines dans le sens le plus physique, mais en revanche, on doit pouvoir avoir la possibilité de les transcender. Et on ne connaît pas finalement ce que donnera le résultat de cette transcendance à moins de l'avoir opéré. Donc, la peur, finalement, ici, peut également amplifier cette vulnérabilité cérébrale et donc, par effet d'association, peut complètement bloquer ce qui peut-être a tout simplement besoin ici de se dégager pour vous ouvrir la voie du chemin ici du cœur à cœur. Voilà pour cette semaine. Eh bien, donc je vous retrouve dans 15 jours. J'espère que ça saura ici vous soutenir. N'hésitez pas bien sûr ici à commenter. Et puis dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.